Une plante schtroumpfnivore, ma pâquerette est devenue schtroumpfnivore. Salut à tous et bienvenue pour une vidéo de lecture du mois de juillet 2020 où je parlais de la bande dessinée Les Schtroumpfs et le Krakoukas. Du coup les Schtroumpfs, gros classique de la BD franco-belge, je pense qu'on a tous au moins lu un quand on était gamin. Et si j'en parle c'est parce que j'ai envie de m'essayer à faire de l'analyse de découpage de bandes dessinées franco-belges dites classiques. Toute cette période-là de la BD pour laquelle j'ai du mal à produire un discours sur le découpage, sur de la manière dont les auteurs mettent en scène leur bande dessinée et comment leur mise en scène porte un propos en soi. Typiquement j'ai beaucoup plus simple à le faire avec 90% des mangas qu'avec n'importe quelle BD franco-belge en général. Et du coup voilà, je vais presque pas parler de l'histoire en soi, je vais surtout vraiment m'attarder sur le découpage, même si comprendre l'histoire c'est aussi comprendre le propos que l'auteur essaye de tenir dans sa BD. Et quand on comprend le propos de l'histoire ou de l'univers qu'on nous présente, c'est aussi à partir de ce moment-là on peut aller chercher dans le découpage de quelle manière l'auteur parle le langage de la bande dessinée, à essayer de faire ressortir ces thèmes, à essayer de les appuyer, de les mettre en avant, de les mettre en valeur. Et je le précise pas à chaque fois, mais faire de l'analyse comme ça de découpage, de la mise en scène de quelque œuvre que ce soit, ça reste quelque chose de quand même vachement subjectif. On se bataille avec soi-même pour essayer de rester cohérent dans son analyse. Et donc une de mes astuces pour ça, c'est de tiens, je remarque tel élément précis de la mise en scène de l'auteur. Et si je vois qu'elle est récurrente plusieurs fois au sein du récit, bah là je me dis, ah tiens, ça a quand même probablement une signification. Monsieur Peyo, quel personnage dessinez-vous? Ce sont les Schtroumpfs. Déjà un truc hyper caractéristique de ces bandes dessinées franco-belges, donc c'est des formats A4, et très souvent la narration va être assez dense par page, quoi. On va nous présenter pas mal de choses au sein d'une même page, beaucoup d'informations, beaucoup d'événements. Là où dans une page de manga par exemple, on va pas hésiter à nous montrer juste une personne qui court sur une seule page. Ici, chaque double page, et même chaque page, nous introduit dans la première case une nouvelle scène, et à la fin de cette page, on nous met un cliffhanger qui conclut cette scène et qui nous amène déjà à la page suivante. Et le récit va être constamment rythmé de cette manière-là. En première case, on t'introduit une scène. En dernière case, on conclut cette scène avec un cliffhanger qui tease déjà la page d'après. Et puis on continue ce cycle-là éternellement, quoi. Cette manière de rythmer un récit très particulière, et surtout très redondante, l'air de rien, parce que c'est toujours à peu près les mêmes mécanismes de narration qui vont être mis en première case et en dernière case de chaque page. Mais quand on est vraiment pris dans le récit, dans l'histoire, au contraire, tu perçois moins ce mécanisme-là, et au contraire ça t'aide à rentrer dans le récit dans un très bon rythme de narration, dans lequel tu es vraiment pris, parce que ton intérêt est constamment renouvelé à chaque page. Il n'y a vraiment jamais le temps de s'ennuyer, quoi. Constamment à chaque fois un renversement de situation, un retournement de scène, une nouvelle surprise, donc c'est quelque chose, c'est très dense, très riche, très généreux. Mais bien sûr dans toutes les bandes dessinées, et la première case et la dernière case ont une place particulière, le manga, le comics, tous les genres de bandes dessinées possibles au sein de leur géolocalisation. Toutes les cases qui introduisent et terminent une page ou une double page ont une place particulière dans la narration, mais dans ces bandes dessinées franco-belges, c'est particulièrement criant, particulièrement appuyé. C'est vraiment une de leurs clés de narration, quoi. C'est essentiel au récit. Là où par exemple dans une page de manga, encore une fois pour ces exemples-là, comme la lecture d'une page de manga est en général plus rapide par sa taille et par la quantité d'informations qu'une page de BD franco-belge classique, le rythme de lecture et les liens qui vont se faire d'une page à l'autre vont être perçus différemment par le lecteur et travaillés différemment par l'auteur. Il y a aussi un truc particulier avec les Schtroumpfs qui se retrouve aussi avec les Dalton dans Lucky Luke. C'est le fait que donc dans une bande dessinée, une des clés de la bande dessinée c'est la juxtaposition des différentes images entre elles, des différentes vignettes, séquences entre elles, et que du coup dans les Schtroumpfs, comme on a 99% littéralement des personnages qui sont tous les mêmes, en tout cas dans les premiers Schtroumpfs. Après ils ont voulu davantage diversifier les Schtroumpfs et justement je trouve que ça apporte certaines faiblesses au récit, et je vais expliquer pourquoi tout de suite. C'est que le fait que tous les Schtroumpfs soient les mêmes, donc hormis le grand Schtroumpf, les 99%, le 1%, le grand Schtroumpf c'est littéralement le 1%, vous êtes le problème le grand Schtroumpf. Le fait que donc tous ces Schtroumpfs soient les mêmes, c'est intéressant pour plusieurs points, quoi. Parce qu'un même personnage, par exemple découpé au sein d'une page, on va pouvoir découper son mouvement au sein de la case de plein de manières différentes pour nous montrer un mouvement total, quoi. Au début de la page il va démarrer, puis il va courir. C'est un exemple comme ça, hein. Et donc on va voir toutes les séquences qui, alignées les unes par rapport aux autres, vont nous faire comprendre un mouvement complet. Et typiquement ce truc de découper un mouvement
d'un même personnage au sein d'une case, qui est parfois fait en bande dessinée pour montrer qu'un personnage est très rapide. Sur une même case, on va nous le montrer à différents endroits pour nous signifier qu'il est très rapide, qu'il occupe l'espace de la case de manière complète. Et tandis qu'ici, le fait de nous montrer tous des schtroumpfs, tous des personnages qui ont exactement la même tronche, le même visuel. Par exemple, quand on va nous montrer les schtroumpfs collaborer entre eux, on va nous montrer plein de juxtapositions de schtroumpfs entre eux au sein d'une même case, et ça va renforcer cette idée de cohérence, d'unité de groupe, de solidarité, d'entraide qu'ils ont ensemble pour accomplir une tâche, et que quand l'un agit, c'est comme s'il agissait en même temps pour tout son village à chaque fois. Ils sont tous unis au sein de la case et de la page, ils sont tous comme chacun une itération des autres. Tous les schtroumpfs sont littéralement des juxtapositions les uns des autres qui vont accomplir des actions découpées en plusieurs moments. Et donc au lieu de montrer des actions découpées en plusieurs moments au sein de cases différentes, ici au sein d'une même case, on va pouvoir nous montrer un découpage d'un même personnage, entre guillemets, accomplir une action complexe. Ici avec les schtroumpfs par exemple, ici on suit 3 schtroumpfs, ça va être chiant à dire schtroumpf, on suit 3 schtroumpfs, et Peyo va nous montrer plusieurs fois un mouvement en 3 étapes via les 3 schtroumpfs au sein d'une case quoi. Ici quand le Krakoukas arrive pour les attaquer sur le pont, tel un boss de Dark Souls, on va nous montrer le premier schtroumpf qui entend le bruit et qui est surpris, puis le second schtroumpf qui a déjà le corps tourné vers la direction de la fuite, et puis enfin le dernier schtroumpf qui est déjà occupé de courir. Et du coup on nous montre plusieurs choses comme ça, on nous montre 3 étapes de réaction qu'ont les schtroumpfs individuellement, on nous montre aussi de gauche à droite les 3 étapes par lesquelles les 3 schtroumpfs vont passer, donc de gauche vers la droite, donc il y a une signification temporelle dans la bande dessinée. Le schtroumpf qu'on nous montre tout à droite est déjà passé par les 2 premières étapes qu'on nous montre avec les autres schtroumpfs. Le deuxième schtroumpf est déjà passé par la première étape, enfin bref, vous avez compris. Et on pourrait se dire que le grand schtroumpf lui montre la première étape qui est celle de pas se rendre compte du tout, ce qui est vrai, donc on peut même dire que c'est montré en 4 étapes via les 4 schtroumpfs. Mais le fait que le grand schtroumpf soit différent des autres en termes de visuel permet aussi de désolidariser le grand schtroumpf de cette chaîne de réaction, même s'il en fait partie. C'est-à-dire que si on prend cette case en 4 étapes, on pourrait dire que les 3 schtroumpfs sont passés par la première étape du grand schtroumpf qui est de pas se rendre compte du tout et de vérifier l'état du pont tout simplement. Mais que le grand schtroumpf, lui, contrairement au deuxième schtroumpf qui on sait va passer par les 2 autres étapes de la fuite, lui va être resté bloqué dans son truc. Sur la case d'après, on peut déjà anticiper ça, du fait qu'il n'est pas uni avec les autres visuellement. Donc l'auteur nous montre à la fois une fuite en 4 étapes avec 3 schtroumpfs qui sont visuellement parfaitement les mêmes, et donc on pourrait même se dire, si on connaissait pas du tout les schtroumpfs, de se dire ah, tiens, au sein de cette case, l'auteur a montré ce personnage dans ces 3 étapes de réaction et il est déjà occupé de s'enfuir, tandis que l'autre en rouge, que j'identifie clairement comme un autre personnage, est figé, est immobile. Donc je comprends déjà que sur la page d'après, ce personnage en rouge va subir la surprise. Et ce que j'aime bien aussi avec le fait d'anonymiser les schtroumpfs, ou quand un schtroumpf accompagne le grand schtroumpf dans une aventure, je me souviens quand j'étais gamin, je me disais ah attends, ils ont la chance, les 3 schtroumpfs qui accompagnent leur chef, avec eux ils ont été choisis, c'est cool pour eux quoi. Parce qu'ils vont pouvoir vivre des aventures, des trucs un peu épiques. Ils vont être privilégiés dans ce moment du récit, mais qu'une fois qu'ils ont vécu ces aventures où ils sont en extérieur du village, ils vont à nouveau, après, complètement se remélanger à tous les autres schtroumpfs. Et donc, n'importe lequel des schtroumpfs qu'on va pouvoir regarder à un moment lambda du récit, va pouvoir être ce schtroumpf qui a été le schtroumpfissime, qui a été tel schtroumpf qui a vécu telle aventure à tel moment, tel schtroumpf qui a gaffé à tel moment. Et que cette force d'expérience partagée sur laquelle on peut projeter chaque schtroumpf leur donne à la fois une personnalité collective et individuelle, et je trouve ça super intéressant. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le fait de limiter le nombre de personnages schtroumpfs nommés, schtroumpf costaud, schtroumpf bêta, gourmand, lunettes, etc. Et de pas en montrer trop, pour garder justement cette force de cohérence par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Maintenant je vais parler un peu de la place du personnage au sein de la case. Selon où on le place, où on le situe au sein de la case, qu'est-ce que ça peut signifier? Un des enjeux du Krakoukas, c'est clairement d'être un oiseau, un monstre volant pour les schtroumpfs. Et les schtroumpfs vont beaucoup devoir fuir au sein de cette aventure, et on va devoir beaucoup nous les montrer, essayer d'éviter cette menace qui vient du ciel. Déjà sur la double page que j'ai montré ici d'attaque du village, on va nous montrer le Krakoukas dans la moitié haute de la page quoi. Ce qui donc accentue bien le fait que le Krakoukas est une menace qui vient du ciel, d'autant plus là où il est là à bazarder des trucs sur les maisons des schtroumpfs, tel un avion qui jette des missiles. Et les schtroumpfs au sein de chaque case vont être montrés vraiment à ras de la case, à ras du bas de la case, même quand ils sont en foule, ce qui va encore accentuer le fait que eux
sont bloqués au sol et que c'est leur faiblesse et qu'ils sont donc en état de vulnérabilité. Et avant d'insister sur ce point que les schtroumpfs sont situés en bas de case, ce qui peut être important aussi en bande dessinée, c'est le fait que même si on lit de manière linéaire une case de gauche à droite et tout ça, vous connaissez le bail, la manière dont les éléments vont être positionnés au sein de la page vont pouvoir avoir une forme d'interaction, même si ce ne sont pas deux cases qui vont se lire l'une après l'autre. Par exemple, ça va être deux cases qui vont être mises l'une au-dessus de l'autre, qu'on va pas lire l'une après l'autre en tant que lecteur, mais qui, quand on regarde visuellement la page, ont une signification quand même. Typiquement ici, le Krakoukas jette une caillasse sur une maison des Schtroumpfs, et juste en bas, on va nous montrer une demi-page où des Schtroumpfs vont essayer de s'abriter chez eux, en se déplaçant dans le sens de lecture vers la droite de la page, mais juste au-dessus, tout à droite, on va nous montrer le Krakoukas occupé de jeter sa pierre qui, dans le sens de lecture, a déjà atteint la première maison de Schtroumpf qui a dû s'enfuir de sa maison, mais cette case a un double effet, comme s'il jetait deux fois la pierre, parce que dans le sens de lecture, il l'a jeté une première fois, et puis dans le visuel de la page en soi, on nous montre déjà que le Krakoukas est déjà occupé d'envoyer une pierre dans l'alignement direct de la page sur la seconde maison. Et du coup pas besoin pour Peyo de nous montrer deux fois le Krakoukas jeter une pierre à ce moment là, on comprend que visuellement le Krakoukas est déjà occupé de jeter une pierre sur la seconde maison. Et même chose ici pour cette page où les Schtroumpfs sont à découvert et le Krakoukas fonce sur eux, mais une cigogne va être là pour sauver les Schtroumpfs. Je vais uniquement prendre en compte la demi-page. Sur la première case, on va nous montrer le Krakoukas déjà directement juxtaposé au-dessus des Schtroumpfs qui l'attaquent. En plus, le Krakoukas, comme il est très fort visuellement, on le remarque fort, ça accentue encore davantage le fait qu'on le remarque deux fois, qu'il est déjà en bas avant même qu'on ait lu les deux cases qui séparent le moment où il attaque les Schtroumpfs. Du coup ça accentue sa rapidité, le fait que du ciel il est déjà au sol avant que les Schtroumpfs n'aient le temps de réagir et qu'ils vont se faire choper sans l'intervention de la cigogne. La cigogne qui justement a son temps de réaction sur la seconde case, et puis sur la troisième case on la voit occupée de piquer. Et justement sur la dernière case où la cigogne va sauver les Schtroumpfs, l'auteur va placer le Krakoukas directement dans la ligne de direction du piqué de la cigogne et vraiment juste en dessous visuellement, pour nous signifier ici aussi un truc de rapidité de l'attaque, sauf qu'ici c'est pour la cigogne qui a déjà ici anticipé le mouvement du moment où le Krakoukas aurait dû attraper un Schtroumpf au bout de cette séquence. Voilà, ça du coup je trouve que c'est vraiment du découpage très bien foutu, qui rappelle pas mal, c'est assez marrant de commencer à essayer de faire des liens, mais ma vidéo sur Dragon Ball je parle pas mal de ça aussi, de la signification des éléments au sein d'une page, même quand ils sont pas dans l'ordre de lecture linéaire. Du coup les Schtroumpfs, on va souvent nous les montrer quand ils essaient de fuir le Krakoukas en bas de case pour nous montrer justement qu'ils sont à ras du sol pour éviter un maximum la menace qui vient du haut. Et que même par deux fois, on va nous montrer les Schtroumpfs être occupés d'être en descente au moment où ils arrivent vers leur objectif pour se cacher. Pour accentuer encore davantage le fait que s'il faut aller vers le bas, que c'est ça l'enjeu, c'est ça le plus important. Et que même au moment où le grand Schtroumpf et deux de ses potes vont arriver à la tour qui est le bastion ultime pour eux, l'endroit vraiment où ils ne peuvent pas être attaqués par le Krakoukas, on va nous les montrer de nouveau plutôt en bas de case et procéder à une descente pour aller vers la tour. Mais au moment où le Krakoukas va les pourchasser, on va nous les montrer dans une course où ils commencent légèrement à monter. Et puis clairement le Krakoukas va montrer au contraire de d'habitude, de complément d'habitude, vraiment de tous les autres moments en dessous d'eux, et eux qui vont monter vers la porte de la tour. Et du coup c'est montré avec un plan qui est plus en plongée pour nous permettre ça. Et cette inversion de position nous montre que les Schtroumpfs sont désormais inatteignables, et c'est d'ailleurs montré sur la page juste après, une très grande case où les Schtroumpfs sont ici tout en bas vraiment de la case, et au-dessus d'eux va être nous montrer une grosse masse de bois, de pierres et d'abris. On va plus du tout voir le ciel, qui va donc vraiment bien signifier la sécurité, le fait qu'il n'y a pas de place pour que le Krakoukas puisse pénétrer dans leur milieu. Et ici à un moment le grand Schtroumpf va devoir s'échapper en pleine nuit pour aller chercher un feu d'artifice pour niquer le Krakoukas. Et c'est marrant parce que en trois cases on va nous montrer le grand Schtroumpf être de plus en plus à l'abri, en nous montrant le grand Schtroumpf du haut vers le bas dans sa position de chaque case, pour nous montrer que plus il s'approche des buissons, plus il s'approche d'un abri et d'être safe par rapport à la menace qui vient du ciel, encore une fois. Il y a ce petit truc que j'aime bien aussi quand le grand Schtroumpf décide de faire une corrida avec le Krakoukas pour le fatiguer. On va nous montrer en trois étapes, deux fois il va esquiver, on va nous montrer la patte du Krakoukas quasiment sortie du plan. Et sur la dernière case où le Krakoukas va le choper, on va plus du tout montrer la patte du Krakoukas, mais uniquement l'impact qu'il a provoqué sur le grand Schtroumpf. Et le fait de ne pas nous montrer sur cette dernière case uniquement la patte du Krakoukas nous montre qu'il a pris de vitesse le grand Schtroumpf, donc c'est assez rigolo. De signifier la vitesse de l'oiseau,
grâce à la juxtaposition, donc à la comparaison des deux autres cases précédentes, où on avait encore eu le temps de le capturer dans le plan. En termes d'analyse de cases, une dernière chose, j'aime bien le moment où ils arrivent à envoyer le feu d'artifice dans la tronche du Krakoukas. On va nous montrer 6 cases de même taille et même 7 si on n'est pas trop tatillon. Le fait de nous montrer un enchaînement de cases de même taille signifie plusieurs choses. Nous montre un déroulement de temps de cases très linéaire, très propre. Il y a un côté de plan qui se déroule sans accroc quoi. Et le fait de nous montrer par 2 fois le Krakoukas dans une même position, quasiment, nous montre le fait qu'il n'a pas le temps de réagir et qu'il est pris dans le piège des Schtroumpfs et donc immobilisé, privé de son mouvement, privé de ses actions. Le fait de le voir plusieurs fois dans la même position et dans la même taille de case nous donne vraiment une impression d'un personnage qui est figé. Et du coup, dernière étape pour parler un peu de la mise en scène du texte par Peyo. Déjà sur la couverture, le fait d'avoir écrit Krakoukas de cette manière avec cette typo-là, c'est assez cool parce que le Krakoukas c'est comme un Pokémon quoi. Le cri qu'il a, c'est le nom qu'on lui a donné. Et le fait de nous montrer Krakoukas écrit comme ça sur la couverture donne bien justement cet aspect de nature de son nom, que son nom est dessiné comme un cri et pas juste avec une typo neutre comme du langage courant quoi. Et d'ailleurs avec le cri du Krakoukas, le fait justement que ce soit un son inélégant, on va dire ça comme ça, même le mot Krakoukas on comprend que... En plus ça fait très cri d'oiseau, je trouve ça rigolo. Krakoukas, Krakoukas. C'est vraiment un bon jeu pour les enfants, je trouve, un jeu de langage, un jeu de... Enfin, c'est vraiment rigolo quoi, comme invention de mots. Et du coup sur la couverture, on nous montre dessiné d'une manière pour nous montrer que c'est une forme de cri, de bruit inélégant. Mais la première fois qu'on va entendre le mot Krakoukas dans le récit, ce côté son désarticulé, bruyant, pas agréable, va être montré avec les petites lignes de vitesse qui montrent à la fois la force du cri, et aussi le fait de nous montrer ces lignes pas comme un ensemble uni pour nous montrer juste une force projetée, on va nous montrer avec une ligne qui se croise, et donc ça va accentuer ce côté son désagréable, son inélégant. Et quand même au sein de l'album c'est rigolo parce que même si le Krakoukas ne sait dire que Krakoukas, à plusieurs moments on va nous montrer occupé de penser ou même de dire avec une bulle de dialogue des gros mots. Et donc ça c'est vraiment les gros mots à l'ancienne, c'est rigolo. Jadis c'est comme ça qu'on dessinait les gros mots, je suis sûr qu'il y a plein d'utilisations comiques à faire dans des BD plus modernes avec ça. Et c'est marrant parce que ça donne un niveau d'abstraction à la parole, le fait de nous montrer le langage sous forme de dessin, de symboles. Ça permet de faire varier le type de dialogue qu'un personnage qui normalement ne peut dire qu'un seul mot, comme Pikachu, Ogre... Et tout ça, c'est une manière de pouvoir faire dire bordel de bite à Pikachu sans trahir l'essence du personnage. Parce qu'au fond, dans cette utilisation précise de la manière de montrer un juron, quand le Krakoukas le dit, comme on sait qu'il ne peut dire que Krakoukas, en fait ça représente plus une émotion quoi. C'est comme s'il disait Krakoukas, mais que ça signifie un gros mot. Et du coup, c'est comme quand un schtroumpf dit il m'a brisé les schtroumpfs, ça permet aux enfants de dire il m'a brisé les noix, si l'enfant... ne connaît pas les gros mots. Je sais pas quel enfant ne connaît pas les gros mots, mais tant pis. Et à l'adulte, dire je vais mettre des trucs un peu plus vicieux dans les schtroumpfs et dire le schtroumpf là il a dit il m'a brisé les couilles, c'est trop drôle. Et du coup même quand un schtroumpf utilise cette sorte de bulle de juron, il ne parle tout d'un coup plus vraiment au langage schtroumpf. Et ça permet de davantage se projeter dedans, parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, de l'ordre de l'émotion pure, de l'expression de la colère en soi, et pas d'une véritable parole. Et dans beaucoup de bandes dessinées aussi, les onomatopées sont montrées de manière assez rigolote souvent, et parfois justement ça casse le truc. Je me souviens de traduction de manga ou des trucs comme ça, où il y a un moment affreux, dur ou quoi, et je sais pas, l'onomatopée pour pleurer c'est ouin 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 ouin, et tout d'un coup le truc est un peu ridicule parce que ça fait très cartoonesque, le plouf, le... baf, tous ces onomatopées là. Après il y a moyen d'inventer des onomatopées qui sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus... et avec lesquelles on peut faire jouer d'autres types d'émotions. Mais ici Peyo a fait un truc que je trouve vraiment cool parce que c'est vraiment un gag pure bande dessinée quoi, le fait de montrer un jeu de mots terminé par une onomatopée. Ça là c'est le Schtroumpf à lunettes qui dit il vous schtroumpf un tas de malheurs sur la tête, des catastrophes, des cataclysmes, des katas, et puis il y a un morceau de brique qui lui tombe sur la tête de plâtre, et ça fait plasme, donc ça fait cataplasme, c'est rigolo. En plus cataplasme, pour quelqu'un qui se fait tabasser, c'est rigolo. Même si j'ai beaucoup d'empathie pour le Schtroumpf à lunettes, et c'est pas parce que je porte des lunettes, mais il fait vraiment bolos tout au long du récit, c'est assez infernal. C'est les gags à l'ancienne, à la Tom et Jerry, Crazy Cat et tout ça, où le fait de faire mal à d'autres personnes, genre donner des coups de marteau, est un gag. C'est vraiment un humour hyper particulier, je trouve. D'ailleurs, avec le Schtroumpf à lunettes, c'est vraiment rigolo parce que là, sur une double page, donc les Schtroumpfs sont amusés à le balancer avec l'arbalète au loin. Et le gros Schtroumpf s'absente. Pendant ce temps, le Schtroumpf à lunettes revient pendant la nuit de la forêt là où il a été expulsé. Et donc, quand le gros Schtroumpf est revenu,
il va décider d'aller se plaindre, d'aller poucave au gros schtroumpf, hein, c'est une de ses caractéristiques, c'est une grosse poucave. Ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui va se jouer sur une page vis-à-vis, c'est qu'au début, on va avoir un début de dialogue avec le schtroumpf à lunettes qui va dire vous savez ce qu'ils m'ont fait, grand schtroumpf? Eh bien, ils m'ont, 3 petits points, il va être interrompu par les autres schtroumpfs et l'action après qui va se dérouler, où on va attaquer le Krakoukas, et même la nuit va s'écouler entre cette page-là et la page en vis-à-vis. Mais sur la dernière case de la seconde page, on va voir le schtroumpf à lunettes terminer son anecdote comme si de rien n'était. N'est-ce pas que ce n'est pas bien ce qu'ils m'ont fait, grand schtroumpf, comme s'il avait expliqué pendant toute la nuit et pendant tout ce début de journée ce qui lui était arrivé. Donc ça c'est rigolo, c'est ce truc de niveau d'abstraction de la parole que la bande dessinée peut donner, de même pouvoir faire parler un personnage, même sans texte, sans voix, sans rien du tout. La bande dessinée est capable de donner un niveau d'abstraction suffisant pour qu'on puisse avoir parfois l'impression qu'un personnage discute, parle, émet des sons, sans qu'on ait besoin de le montrer. Du coup voilà, c'est un chouette exercice, je suis assez content. J'aimerais vraiment réussir à produire ce genre d'analyse avec un Astérix ou un Lucky Luke, parce que c'est comme des... il y a plein de chefs-d'œuvre dans ces deux séries de bande dessinée, j'aimerais vraiment beaucoup essayer de mieux les comprendre et en même temps de leur rendre hommage à ma manière. Et même un Tintin, quoi. Un Tintin, ça a l'air d'être... c'est comme on dit, Tintin, incroyable découpage, Tintin c'est rythmé comme un storyboard de film et tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond Pour moi ça ne veut rien dire de dire ça, c'est comme dire qu'un jeu vidéo a une bonne jouabilité. Ouais d'accord, mais je comprends que ça veut dire que tu as apprécié le truc dont tu parles, mais je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par là exactement, quoi. Ça reste trop abstrait comme niveau de langage. Et en plus, comme on a pu voir ici, dire que Tintin est découpé comme un storyboard de film, pour moi c'est même pas forcément un compliment, vu que la juxtaposition, les interactions qui se font entre les images au sein d'une BD est plus intéressante que juste un découpage linéaire comme l'est un storyboard de dessin animé ou de film, donc ça... c'est pas un très bon compliment, quoi. Il y a moyen de faire mieux, je pense, pour rendre hommage à Tintin. Mais aussi Tintin, j'ai un peu peur parce que, vu que Moulinsart, ils sont grave vénères, j'ai un peu peur de montrer des images de Tintin. J'ai pas envie qu'ils me niquent ma gueule. Donc, vu qu'ils sont vraiment capables de foutre des procès au cul à tout et n'importe quoi. Donc ils interdisent à leur manière de parler de Tintin, ce qui est un peu chiant. Mais du coup on verra, au pire, au pire je redessinerai de manière brouillonne les cases et les pages de Tintin dont je parle pour essayer de contourner le truc, je sais pas si c'est une bonne astuce. Mais voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, même si vous ne lisez que de la BD franco-belge par exemple, si vous êtes venu sur cette vidéo parce que vous êtes amateur de vieilles BD franco-belge. Je suis sûr que j'ai moyen de vous faire apprécier du manga, du comics, de la BD plus moderne aussi. Par justement cet amour de lecteur de bande dessinée, de apprécier le fait de parcourir une BD, de lire des pages, de lire des images, des textes. C'est un langage qui est vraiment universel et qui donc peut être, je suis sûr, apprécié sous plein de formes différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Schtroumpf.